Décembre 1944. La ville de Bitche, en Moselle, tremble sous les bombardements américains qui couvrent la région. Alors que Paris est libéré depuis le mois d'août, la Moselle et l'Alsace sont encore des provinces annexées au Troisième Reich. Avec l'arrivée de l'hiver, la ligne de front se stabilise autour du Beecherland en ruine. Les Bitchois doivent alors se réfugier et vivre dans leurs caves ou dans les souterrains de la citadelle pendant plus de 100 jours. Ce calvaire marque pourtant la fin d'un enfer qui commence en 1939, avec la déclaration de guerre puis l'annexion au Reich, et qui transforme la ville de Bitche en un théâtre d'ombre où les vies des individus s'entremêlent au destin des nations. Les frontières sont mouvantes. Partout dans le monde, des populations pâtissent de vivre sous l'hégémonie des puissants. La ville de Bitche garde mémoire des épreuves que peut engendrer une situation frontalière. Allemande entre 1870 et 1918, elle est de nouveau française jusqu'en 1939. L'Europe finit alors de s'embraser et début septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Le 3 septembre, la Poste reçoit l'ordre d'évacuation de la zone frontalière. Les cloches de l'église retentissent et de jeunes gens portent la nouvelle. Plus de 4000 civils à Bitche sont ainsi sommés de quitter leur maison et leur vie en quelques heures, laissant la ville aux militaires qui occupent les casernes, les forts et Bitche camp. Ils ont collé des affiches, déclaration de la guerre, et puis il faut commencer à faire des pactages, mais pas plus que 25 à 30 kilos, pas plus. Ce qu'on peut porter, c'est déjà lourd. Hein. Alors, nous, on a commencé à faire nos bagages, chacune, ma soeur, moi et mes parents. On prenait des vêtements, ce qui nous plaisait, et puis chacune son assiette, juste nécessaire. Hein. On est parti avec 3 fois rien. On est parti dans la voiture familiale de mes parents. Alors vous voyez, 6 enfants et père et mère, ça fait 8 personnes, avec chacun un petit baluchon. Parce que mon père ne croyait pas à la guerre, hein. C'était un ancien de Verdun, entre parenthèses. Il a dit ça ne sera plus jamais ça, dans quelques jours on sera de retour. Et on est parti, laissant la clé sur la porte. Un rassemblement est effectué à la gare. Les Bitchois, inquiets, entament un voyage éprouvant dont ils ne connaissent ni la destination ni la durée. On était dans des wagons à bestiaux, pas wagons à marchandises, des wagons à bestiaux. On était une trentaine là-dedans, et puis pour respirer un peu d'air, il fallait se lever et regarder par les lucarnes en haut, vous voyez, dans les wagons à bestiaux. Lorsqu'ils arrivent en Charente, à Confolens et Barbezieux, la réaction des habitants est d'abord mitigée. Héberger tous ces réfugiés ne va pas être chose facile. Pendant des mois, les Bitchois vivent loin de chez eux, sans nouvelles de leur ville ni de leur maison. La cohabitation génère des chocs linguistiques et culturels. Beaucoup de Bitchois parlent le patois, notamment la génération germanisée de 1870 à 1918. Certaines personnes étaient assez mal logées, d'autres bien. Je me souviens que nous étions relativement bien logés, puisque c'était une maison de vacances qui appartenait à une personnalité qui habitait à Cognac.
Et puis c'était sa maison de week-end, si on veut. Et cette maison-là, le confort était correct. Nous l'avons habité pendant une année, en apprenant un petit peu les jeux de là-bas, de la Charente, c'est-à-dire aller à la pêche, aller au bord de l'eau. Et puis les parents qui s'affolaient souvent, puisque ma foi, il y avait des noyades qui étaient possibles. Et comme nous n'étions pas tellement habitués à des grands fleuves ici dans notre région de Bitche, les grands fleuves faisaient peur. Une intégration progressive va cependant avoir lieu, et des mariages seront même célébrés. Pendant ce temps, a lieu la drôle de guerre, marquée en France par l'absence de combat et l'attente. Mais l'armée allemande, lancée à toute allure dans l'invasion de l'Europe, arrive à la frontière belge fin mai 1940 et 15 jours plus tard, défile dans Paris vaincu. Alors que le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son célèbre appel à la résistance, le 25 juin, la France, représentée par Pétain et Laval, reconnaît sa défaite et demande l'armistice. L'Allemagne, alliée au sein de l'Axe à l'Italie, au Japon et à la Hongrie, exerce une suprématie radicale sur les pays vaincus. En France, l'Alsace et la Moselle sont annexées sans discussion. Alors que le Royaume-Uni est la dernière démocratie d'Europe à résister à l'invasion, Pétain accepte la collaboration, mais refuse l'alliance militaire. Et après, on a dit, bon, maintenant, la guerre est finie. Et Alsace-Lorraine, elle est occupée. Et les Allemands demandent aux Français de rapatrier les habitants. Alors, on a suivi, parce que tout le monde était content de rentrer de nouveau, naturellement. Après les contrôles à la nouvelle frontière franco-allemande, les Bitchois retrouvent des maisons saccagées. Ils apprendront ensuite que ce vandalisme est souvent le fait de soldats français. Mais un changement plus profond s'opère. Joseph Bürkel est nommé Gauleiter d'une nouvelle province allemande, le Gau-Westmark, incluant la Sarre, le Palatinat et la Moselle. Un climat de peur et de méfiance s'installe chez les Bitchois et ne les quittera plus pendant quelques années. La Gestapo convoque, expulse et déporte des milliers de Mosellans. Nous sommes revenus en Lorraine. Les Allemands avaient donc récupéré la totalité, ou presque la totalité, des réfugiés pour les faire revenir, mais non pas dans leur village d'origine, puisque une grande partie des villages du secteur ont été affectés au Truppenübungsplatz, c'est-à-dire un camp d'entraînement, mais précédé par le mot de grosse, ça veut dire assez important, donc ça couvrait la totalité de la zone depuis Bitche jusqu'à la frontière du Palatinat. Ça permettait effectivement, au cours des manœuvres, de faire tirer des canons à longue portée. Et il y en a eu beaucoup. Il y a des villages au-delà de Sarrebourg et près de Metz qui ont été presque entièrement privés de leur population initiale. Bürkel reçoit l'ordre de germaniser la Moselle dans un délai de 10 ans. Il se rend à Bitche fin octobre, où de nombreuses familles allemandes sont invitées à émigrer afin de relancer l'activité économique et agricole. Puis là, ils nous ont fait venir là-bas, quartier par quartier. Et puis là, les Allemands, ils étaient là, on était là. Alors ils nous ont rempli la tête. Et bien, maintenant, voilà, on vous a fait rentrer, alors vous êtes de nouveau chez vous, et puis il faut vous mettre ça dans la tête. Maintenant, vous êtes Allemand. Vous pouvez oublier, plus ou moins, ce que vous étiez avant. Vous êtes allemand, et puis on essayera de vous trouver du travail, et puis tout va être comme avant. Ça s'appelait plus le lycée, c'était la Oberschule. Et du jour au lendemain, on ne parlait plus que l'allemand. Nous étions français un jour, et le lendemain, on était allemand. De nationalité allemande, vous savez, ça veut dire quelque chose. Plus ils s'incrustaient
Plus il voulait sortir de nous tout ce qui pouvait rappeler la France. Il fallait plus penser français. Il fallait plus... Tous nos noms étaient transformés. Moi, je ne m'appelle plus Juliette, j'étais Julia. Et puis des filles qui avaient des noms qui n'étaient pas traductibles en allemand, ben, on leur a tout simplement affublé d'un autre nom allemand. Il est totalement interdit de parler et d'écrire le français. Dans les salles de classe, les enfants découvrent des portraits du Führer et apprennent à faire le salut hitlérien. Nos enseignants, ils savaient exactement ce qui se passait dans les familles. Hein, puisqu'un enfant de maternelle, un enfant de cours préparatoire, quand on lui pose une question dirigée d'une certaine manière, il répond. Hein. Papa était où? Papa a assisté à tel spectacle, oui ou non? Et nos parents avaient très peu d'influence sur ce moule. Les remarques que les parents pouvaient faire en ce qui concerne le personnel et la pédagogie étaient très souvent sanctionnées par des départs, des déportations et autre chose. Donc les parents se taisaient. Et tous les livres de bibliothèque, les livres de lecture, vous savez, depuis le cours préparatoire, les Lyonnais et puis tout ça, les livres de calcul, mais imprimés en français, tous les livres étaient jetés dans la cour et on y a mis le feu. Et un ami, on a sauvé 2 qui étaient déjà bien moisis sur le côté, mais bien roussis sur le côté, mais qu'il a sauvés et qu'il a pu cacher. Et il me les a offerts. Et pendant la guerre, ma foi, pour ne pas perdre toute la... On les lisait, on les relisait. C'était les lettres de mon moulin et le petit chose. Et vous savez, ça fait du bien. Hein. En 1941, Hitler viole son pacte avec l'URSS et ouvre à l'Est un front d'environ 1500 km. Il envoie également des troupes en Afrique du Nord pour aider l'Italie face aux Britanniques et à la France libre. Sur tous les continents, les pays sont touchés par les conflits et la guerre devient mondiale. L'Allemagne alors a besoin de jeunes patriotes. Soumis comme leurs aînés à l'endoctrinement et aux pressions, les adolescents doivent adhérer à des organisations et servir l'effort de guerre. Pour pouvoir passer le bac, il fallait apporter un certificat comme quoi on fréquentait assidûment les réunions des BDM, Bund Deutscher Mädchen, où on apprenait, vous savez, où on bourrait le crâne des victoires allemandes et puis de la grandeur du Reich, et puis on nous apprenait à marcher au pas et à chanter des chansons, des chants patriotiques. L'entrée en guerre des États-Unis réinsuffle un espoir au niveau mondial. Mais à Bitche, l'étau de la dictature se resserre et les adultes doivent reconnaître officiellement la nationalité allemande. La ville devient une plaque tournante pour les garnisons et voit transiter des milliers de voyageurs. Lorsque Rommel faisait la guerre encore en Libye, nous avions un camp d'entraînement extraordinairement important. Depuis Bitche-Camp jusqu'à Bitcheville, quand les gars sortaient le soir, c'était une véritable procession. Et alors, gare aux civils qui se trouvaient par mégarde dans un bistrot qu'eux fréquentaient. L'épuration des Allemands dissidents a été l'une des premières actions du Führer au pouvoir. Mais même s'il a su fédérer un fort soutien populaire, une partie de la population germanique se sent otage de la dictature en marche. À Bitche-Camp, ce sont des prisonniers étrangers qui sont retenus, essentiellement de l'Est. En ville, un camp retient des prisonniers anglais et hindous. La citadelle, elle, qui n'est pas utilisée à des fins militaires, sert de prison pour les déserteurs et les opposants. Il y avait plusieurs centaines, sans doute, sinon, enfin peut-être 150 hommes de troupes de chez eux, et même quelques sous-officiers qui n'avaient pas marché, qui avaient désobéi et étaient jugés pour être dans une prison militaire. Et un sous-officier à l'entrée nous avait dit que ce qui se passe là-dedans, c'est horrible, c'est indescriptible, humainement parlant. C'est ce qu'il m'a dit.
Les Alliés consolident une stratégie commune et les troupes allemandes piétinent aux portes de l'URSS. L'Allemagne commence à manquer d'effectifs et le service militaire obligatoire est proclamé au sein du Gau Westmark. C'est le début du grand drame des malgré nous. Alsaciens-Mosellans engagés de force dans la Wehrmacht et envoyés sur le front de l'Est, d'où beaucoup ne reviendront jamais. Mais ça, vous pouvez demander ma sœur, oui. Parce que son mari il était malgré nous. Alors quand il était venu une fois en permission, alors c'était déjà, vous savez, très délicat. Parce qu'on osait, ceux qui sont restés à la maison, toute la famille a été mis dans des camps de concentration. Alors je me souviens encore qu'il est monté d'escalier, redescendu. Oh, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois encore partir? Je dois rester à la maison ou qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y avait des familles qui ont été évacuées en même temps. Alors il avait peur à cause de nous. Parce qu'ils avaient une petite fille. Alors il est quand même parti et plus revenu. Plus jamais. Porté disparu. En 1943, les forces alliées mènent une série de contre-offensives en Afrique, en Asie, mais aussi en Europe. Mussolini renversé, l'Italie se retournera contre l'Allemagne en octobre 1944. Pas à pas, la puissance du Reich s'amenuise, et la résistance, active ou passive, survit au sein d'une partie de la population bitchoise. L'espoir de renverser la dictature est grand, mais à quel prix ? Les Alliés débarquent en Normandie et, appuyés par la résistance française, libèrent Paris le 25 août. L'avancée fulgurante des libérateurs provoque des espoirs et des rumeurs parfois fantasques. Qui sont ces hommes venus de si loin? Et pourquoi? Chez certains soldats, il s'agit d'un véritable engagement idéologique. I personally have many ideals about France, and my father, he cried. He couldn't conceive that France could be under any other country, and he talked to us, and he told me, "You go to France, you do your best to fight for liberty." He says the true liberty is in France, the French. He says, we, the Americans, learn a lot from the French for our own independence. Les armées américaines et anglaises, épaulées par l'armée française, continuent de progresser vers l'Est. Le 1er septembre, en voyant les colons allemands quitter la ville, les Bitchois pensent que leur calvaire se termine. Hélas, quelques jours plus tard, un nouveau Stadtkommissar réinstaure la présence de l'autorité nazie. Les hommes valides sont à nouveau réquisitionnés pour creuser des tranchées anti-chars. Les autorités allemandes avaient fait l'inventaire, bien sûr, dans les fermes du nombre de bêtes, hein, c'était comme au Moyen-Âge, et puis il y avait une espèce de dîme, il fallait livrer tant chaque mois ou chaque année. De lait, de viande, etc. Et nos voisins avaient trouvé l'idée, avaient demandé à mon père, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre 2 vaches chez vous? Dans une maison d'habitation, 2 vaches. Nous avons eu 2 vaches dans notre maison, pas dans les chambres à coucher, mais à la buanderie. L'angoisse de mon père, c'était, disons, de veiller à ce que ces bêtes soient bien nourries pour qu'elles ne meuglent pas. Hein. Parce que là, automatiquement, ce genre de sport était sanctionné violemment par les Allemands. À partir de la mi-octobre, les coupures d'électricité, fréquentes, privent les auditeurs clandestins de la BBC et des informations de la zone libre. Fin novembre,
La libération des villes de Metz, Strasbourg et Mulhouse est confirmée. Des rumeurs circulent. Les Américains seraient tout près. L'information semble confirmée par la fuite des agents de la Gestapo, qui cette fois emportent toutes les automobiles de la ville, et même chevaux et vaches. Pour ceux qui ont pu tisser des liens d'amitié avec des Allemands apolitiques, la situation est complexe. Oh, Margit, elle a pleuré, hein. Elle a pleuré, elle a dit, oh Marie-Madeleine, il faut que je quitte Bitche. C'était tellement bien ici, et calme, et puis on était bien ensemble. Mais il fallait qu'elle parte avec ses parents. Hein. Elle ne voulait plus rentrer chez elle, à Cologne. Oui, elle était de Cologne, son père il était peintre. Alors elle avait encore un frère. Lui, il était tout le contraire de ses parents. Il disait, s'il faut que je parte en guerre, le premier Français que je rencontre, je lui couperai la tête. Il n'était pas même parti qu'1 jour. Il est tombé, il est mort au champ de bataille. Elle avait honte de son frère, parce qu'il avait dit ça, que le premier Français qu'il rencontre, il lui coupera la tête. Elle avait honte de lui, oui. À l'automne, la majorité des Bitchois ne pensent qu'à la libération, qu'on attend d'un jour sur l'autre. Personne n'imagine encore les longs mois de calvaire qui vont suivre. On entendait tout doucement rapprocher le front, parce qu'on entendait au loin le tir des canons, de l'artillerie. Et tous les jours, les avions de reconnaissance, je suppose. Ils venaient tout le temps surveiller le camp, surtout. Hein. Et là, on attendait, on disait, ça va venir, ça va venir, ça va venir. La Lorraine est à la jonction de 2 armées américaines commandées par les généraux Patton et Patch. Récemment arrivée de la bataille des Vosges, c'est la 100e division qui entame la bataille de Bitche. Début décembre, les combats commencent et les premiers obus américains tombent sur la ville. 3 ou 4 obus ont été tirés vers la citadelle derrière. Et c'est là qu'on a dit, attention là maintenant, ça y est. Et le lendemain, effectivement, ils ont tiré un peu plus. Et là, on est parti, on est rentré, on n'a plus dormi dans nos lits. Auparavant, on avait connu des bombardements, hein, aussi. Mais à partir donc de la fin 1944, c'était extrêmement intensif. Et c'est là que la décision a été prise d'abriter la population. Hein, soit elle partait, soit elle s'abritait dans des caves solides. Qui dit solide pense à la citadelle. Donc il y avait beaucoup de monde dans les souterrains de la citadelle. Devant l'intensité des bombardements, beaucoup de familles montent spontanément à la citadelle pour se réfugier. D'autres voient leurs maisons réquisitionnées ou détruites. Totalement démunis, ils gagnent alors cet ultime abri. Au total, on compte environ 600 réfugiés dans les entrailles de la forteresse. Et quand on est sorti, il y avait toute notre maison en feu. Tout en feu. Ils ont bombardé avec des bombes incendiaires. Les Américains à partir du Chisec. Alors il y a eu 4 maisons qui ont brûlé. Tout a été brûlé à ras de terre. Tout. Les murs, tout ça, ça a tombé. On n'avait plus rien. Plus rien du tout. Plus rien. Alors les Allemands sont venus pour la commandanture pour nous demander si on veut aller à la citadelle, dans les souterrains. Alors bien sûr, il fallait y aller. On prenait chacun son assiette, et puis sa fourchette, et puis son couteau. Et puis les vêtements qu'on avait, et sa couverture. Et là en haut, couché sur de la paille. C'était des grandes salles et des escaliers très larges qui menaient, et c'était sur 2 étages en fait. Il y avait là des grandes ouvertures, en fait, des espèces de meurtrières en fait, et souvent on montait un peu jusqu'à cette ouverture pour regarder à l'extérieur, pour voir le vent et sentir un tout petit peu de l'air frais.
on regardait sans voir, c'est-à-dire on cherchait l'air, on cherchait l'espace, puisqu'effectivement l'espace se bornait à des salles, si je ne me trompe pas, d'à peu près 10 mètres sur 10 mètres ou 8 mètres sur 10, quelque chose comme ça, où il y avait plein de monde. Ben, je me souviens seulement d'un monsieur, enfin un père de famille, avec le bébé qui est sorti pour sa femme lui avait dit sort un petit peu avec le petit pour qu'il respire un peu d'air pur, hein, parce que dans les souterrains c'est humide. Hein. Il était à peine dehors, il y avait un éclat d'obus. Tous les deux morts sur le coup. Très vite, les GIs, visibles dans les collines avoisinantes, notamment au collège Saint-Augustin, apportent l'espoir. Et l'on s'attend à une libération imminente. Une mission de renseignement est mise en place en ville, mais repérée, elle est vite abandonnée et prive ainsi les Américains d'une certaine visibilité. Les actions restent imprécises au début du siège et privilégient notamment le camp de Beach, le collège Saint-Augustin et la citadelle. L'idée des Américains était que la citadelle, forteresse, pour eux c'était fortress, était donc une citadelle qui était occupée par les Allemands et qui tenait à se défendre. Mais il n'en était pas question. D'où ces bombardements à plusieurs reprises de l'ensemble des casernements qui étaient détruits, je dirais, à 80%, carrément. Surtout une fois, là j'ai cru que ma dernière heure était venue. Un jour, je revenais justement de mon boulanger avec une miche de pain sous le bras. Quand je suis arrivée à la porte de Strasbourg, j'étais au niveau de la porte de Strasbourg. Alors là, c'était la chose la plus épouvantable des bombardements que j'ai connus. On a commencé à tirer au phosphore, des bombes incendiaires ou je sais pas quoi, sur la citadelle. Mais l'air était rempli d'étincelles. Vous savez, comme les petits trucs là qu'on met aux arbres de Noël, comme ça. Mais, un bruit et une odeur infernale, mais ça a duré je ne sais pas combien de temps, mais j'ai cru une éternité. Les Américains lancent une attaque importante sur les forts de la ligne Maginot environnant Beach, afin d'en déloger les Allemands. Mais leurs assauts sont repoussés par l'artillerie ennemie. La riposte américaine est terrible. Pendant 36 heures, les bombardements aériens et les tirs d'artillerie s'enchaînent sans interruption. Des chasseurs bombardiers se relaient par dizaines et larguent plusieurs tonnes de bombes. Les forts résistent quelques jours, mais finissent par tomber. Depuis le début du siège, en ville, des maisons sont atteintes par les bombes et on commence à dénombrer des pertes civiles. En cette période de restriction, un homme se distingue par son courage et son éthique. Le docteur Génie, dirigeant l'hôpital, soigne un nombre incalculable de blessés dans des conditions extrêmes. En même temps que ses assauts sur les forts environnant Beach, au nord-ouest, le maréchal allemand von Rundstedt dirige une contre-offensive et déclenche la bataille des Ardennes. Le front s'étendant alors considérablement, les positions armées autour de Beach se stabilisent et deviennent défensives. Les civils, comme certains soldats, ne comprennent pas toujours cette inertie et s'impatientent. Leurs réactions diffèrent selon les tempéraments et les groupes. Well, once we were around the beach here, we had kind of a routine. We were just making sure that the Germans stayed where they were, and we didn't lose contact with them. We had where we were had no relationship to anything because it was in a strange country, and there was nothing that we knew or resembled anything we were familiar with. And it seemed, the misery we were in, it seemed like, there was going to be no end of it. We were wondering, is this going to go on forever? And it was a depressing thing, it really wore on you. Along with being exposed to artillery fire and missing meals and living in the mud. Very depressing. Il y avait nécessairement, des tensions, c'est certain, des espèces de rivalité et de jalousie. Il y a eu des incidents où une certaine famille affichait ostensiblement ses moyens supérieurs. Donc ça se passait très difficilement parfois.
Bien qu'en général la solidarité a joué pendant toute cette période, je pense que les adultes discutaient entre eux et trouvaient un consensus pour que ça se passe le mieux possible. Il y avait un objectif, il fallait survivre, il fallait aller aux informations, parce que tout seul dans votre cas vous ne savez rien. Et puis il fallait, ça c'était encore crucial, aller à la poste. Parce que tous nos jeunes étaient... On ne savait pas où. Est-ce qu'ils étaient encore dans la Wehrmacht? Est-ce qu'ils étaient dans le Arbeiten? Est-ce qu'ils avaient déserté? Est-ce qu'ils étaient dans un hôpital? On ne savait rien. Alors, il y avait encore des gens à la poste. Et l'une ou l'autre fois, j'ai pu rapporter du courrier. Oui, mais du courrier vieux de quelques semaines. Mais c'était encore un signe de vie. Totalement coupés du monde, les réfugiés de la citadelle voient passer les jours dans la pénombre et le dénuement. Dans de telles conditions, les moindres gestes du quotidien posent des problèmes insoupçonnés. On faisait fondre de la neige pour avoir de l'eau. On allait dans les souterrains en bas, il y avait de l'eau d'infiltration. Et on allait placer des seaux. C'était aux jeunes et tout ça, à faire ça. Ah ben l'hygiène, vous savez, c'était vraiment secondaire. C'était devenu secondaire. Hein. On se lavait à l'eau froide, c'est tout. Hein. Pour les toilettes, par exemple, c'était un problème. Hein. Alors bon, au début, c'est sûr, tout le monde est gêné, les uns vis-à-vis des autres, ça c'est certain. Hein. Mais bon, fallait bien s'y habituer. Hein. S'épouiller, chercher des poux. Ça aussi, c'était une corvée, mais comme chez les singes. Et après, on a eu des poux de corps. Alors là, c'était terrible. Encore les poux sur la tête, on peut les... Mais les poux de corps, ils se mettent dans les ourlets des habits, tout ça. Et vous avez beau bouillir le linge, tout ça, ils ne crèvent pas. Hein. Bon, ils se disent, on ne pouvait pas se laver non plus. Hein. Ça, c'était dur. Hein. Enfin, je vous dirais franchement, pas pour nous, mais pour les anciens. On ne sortait pas beaucoup. Moi, je sortais par les souterrains en bas. Ben, je suis sorti pour chercher du ravitaillement en ville, parce qu'il y avait toujours des vaches qui ont été... qui ont eu des éclats d'obus. Alors, il fallait les abattre. Hein. Alors... Je suis sorti par les souterrains, alors il fallait que je trouve le chemin pour venir sur le parcours de la citadelle. Et puis là, je suis descendu en courant les coteaux. En ville comme à la citadelle, les enfants supportent mal de rester enfermés durant des semaines. Plusieurs d'entre eux se regroupent au milieu des ruines, parsemés d'armes et de munitions. Nous, c'était donc pour les groupes d'enfants extrêmement amusant de ne pas être rentrés à domicile, par exemple, quand il y avait un Flieger-Alarm, et d'être cachés dans un fossé en attendant le raid de l'aviation anglaise ou des Alliés. On assistait à ça comme on assistait à un magnifique feu d'artifice. Surtout qu'il y avait des retombées par après. Hein, on ramassait des douilles qui giclaient des chasseurs alliés. On regardait les bombardiers quand ils passaient et qui bombardaient les casernes. On les regardait faire, on voyait les bombes tomber. On a remarqué qu'il y avait des éclats d'obus qui venaient sur le plateau de la citadelle. Et ils butaient contre le mur, ça faisait ting. Et quand ils retombaient dans la neige, tch, et ça faisait un petit trou, et on savait où il était. Alors, vous voyez, quand on jouait un peu avec nos vies, hein, bon, étant gamin, on ne remarquait pas le danger. Hein. Les plus âgés de nos camarades, enfin les plus âgés, ceux qui avaient 14-15 ans,
il dévissait carrément la fusée de ces obus et il sortait le TNT, la poudre, qu'ils allumaient par après. Ou alors enlever la pointe d'une cartouche pour avoir la poudre à l'extérieur. C'est à ce jeu-là qu'un de mes camarades, qui avait lui, il était carrément allé avec un marteau, il tape dessus, cette balle de 12-7 explose et il ne lui restait plus rien de sa main. Bon, vous voyez, ça c'était déjà plus périlleux. Fin décembre, les Américains se retirent de certains villages du Beecherland, à la surprise des habitants. En fait, ils préparent la contre-attaque allemande sur laquelle courent des rumeurs, l'opération Nordwind, qui doit couvrir le front franco-allemand. Le 28 décembre, 2 officiers allemands rendent visite au docteur Jenny, dernier représentant d'une autorité civile à Bitche. Ils lui proposent d'évacuer la population sans octroyer aucun moyen, ce qui implique des pertes civiles en grand nombre. La population restera donc en ville. La consigne circule alors de ce qu'elle ferait du mieux possible. Nordwind, pour nous, bon, ça ne voulait rien dire. On savait une chose seulement, c'est que les Allemands étaient revenus en force. Alors, pas seulement l'infanterie, mais quelques tanks les accompagnaient aussi. Et partout en ville, vous savez, comme parce que c'était on entendait des bruits de chars et des cris et des choses comme ça. Alors mon père dit, se prépare quelque chose. Alors mon père, qui était quand même un ancien officier allemand, hein, parce que à Verdun, il était du côté allemand, mon père, hein, né en 89. Hein. Alors il dit, là, il se prépare quelque chose. Et moi, je sais quoi. Ce sont des Allemands. Ils savent que les Américains et les Français, ils aiment fêter la Saint-Sylvestre. Et pendant que eux, ils vont ripailler, eux, ils vont les attaquer. Et c'est ce qui s'est produit. De fortes chutes de neige enveloppent le pays de Bitche. L'opération Nordwind est supervisée par Hitler en personne, qui cherche à ralentir l'avancée des Alliés. Ce délai pourrait permettre aux nazis de fabriquer une arme miracle. Bitche étant un des points de départ, les premiers affrontements ont lieu en fin d'après-midi. Mais c'est vers 23h30 que les Allemands se lancent dans un assaut déroutant en criant et hurlant. La nuit, très meurtrière, annonce des combats qui vont durer plusieurs jours dans tout le Beecherland. Il me semble, enfin les aînés disaient souvent c'était des enfants, c'était des jeunes personnes qui avaient peut-être 17-18 ans, qui étaient encore enroulés dans ce conflit là-haut. Et je me souviens qu'ils partaient traverser la ville pour aller donc au Chisek. Et ça m'avait effectivement marqué aussi, pour me dire quand même, c'est quand même dangereux, et tous ces jeunes gens qui étaient parfois un peu trop maigres par rapport aux vêtements qu'ils portaient. Et puis qui partaient et qui m'ont laissé souvent se souvenir. Il y en a certainement beaucoup qui vont laisser leur vie et qui ont laissé leur vie. You can never be prepared. There are different stages of preparation, but an 18-year-old kid, 18-year-old boy, and he is a boy, doesn't know what he's getting into, okay? And we had reasonably good training, but still, there's no way you can prepare to have people shooting at you and, artillery. L'intensité des affrontements n'épargne pas les civils terrés dans leurs caves. Le danger est tel que l'on doit souvent enterrer les morts provisoirement, dans des conditions très précaires. Nous avons eu un éclatement d'un obus. Dans notre cave, nous avons eu 2 morts et 3 blessés. Et les 2 morts, on les a tout simplement mis par terre dans une armoire militaire. Ils sont restés là jusqu'à pratiquement, apparemment, jusqu'au moment de la libération. Mais alors avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Vivant dans une grande proximité avec la mort, les Bitchois doivent également faire face aux contingences occasionnées par la vie qui continue.
Mais la femme, elle restait continuellement dans la cave parce qu'une autre voisine s'était réfugiée dans la cave de Lucien avec son mari parce qu'elle était enceinte, sur le point d'accoucher. Elle a fini par accoucher. Et c'est mon Lucien, tout réfractaire qu'il était, qui est allé chercher la sage-femme. Et l'accouchement a eu lieu dans la cave. Ah oui, mais alors il fallait de la lumière. Il fallait de la lumière parce qu'il faisait tout noir dans ces caves. Et puis la réserve de bougies et les lampes de poche, tout ce qu'on a comme ça pour un certain temps, tout ça c'était déjà usé depuis longtemps. Alors avec le vieux vélo de Lucien, on l'a accroché. D'abord il y avait quelqu'un qui le tenait, mais c'était trop dur. Alors il fallait que quelqu'un pédale. Et alors il y avait les dynamos éclairés. Mais vous savez, quand on pédale lentement, ça fait une toute petite lueur. Hein. Mais alors, il faut... Et c'est à la lueur de ce vélo que le bébé est venu au monde. Vers le 10 janvier, les lignes de front, marquées par le recul des Américains, se stabilisent à quelques kilomètres de Bitche. Même si une grande partie de la Moselle est déjà libérée, Bitche et son camp demeurent un obstacle pour les Américains. Au même moment, la citadelle, comptant toujours plusieurs centaines de réfugiés, est évacuée de force. Ils sont venus dire, il faut dégager. Hein. Et là, pareil, on nous dit, où est-ce qu'on va? Ah ben là, ils nous répondaient, vous n'avez qu'à aller chez les Américains. Ça, je me rappelle que papa a dit, mais où est-ce que je vais avec ma famille? Il me dit, vous n'avez qu'à aller avec les Américains. Vous n'avez qu'à aller les rejoindre. Voilà. Et puis nous voilà donc chargés de tout ça, et à travers ces petits tunnels, comme des boyaux en fait, nous sommes ressortis de nouveau par la grande porte, par la même que nous avons empruntée pour entrer. Et puis finalement, il y avait eu là quelques tris à la sortie. Oui, il y avait les feldgendarmes, c'était des vrais bœufs, on peut dire. Pas pire, montre ma carte d'identité, et puis elle a la tête d'avocat naturellement encore, elle était encore jeune. Ah, alors, il pousse l'autre, il dit, ça cherche, c'est pas lui, ça coule pas là, c'est pas lui sur cette photo, c'est pas possible. Puis à moi ils m'ont dit, mettez-vous là, sur le côté, contre le mur. Et puis les gens ils passaient là devant. Et mon père, il était là à côté, et il discutait avec eux, mais c'est my son, mon fils, et puis... Non, alors les gens, ils sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, Octave, il s'appelait mon père, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne veulent pas croire que c'est mon fils, parce que là, il paraît encore un peu jeune, et puis ils veulent le garder, ils ne veulent pas le lâcher. Vous prenez pour qui? C'est notre enfant, ça, hein? C'est de la famille, c'est mon frère, Alors ils se sont regardés. Na gut, gehen Sie. Là j'avais peur aussi, hein, parce qu'il m'aurait amené, encore le dernier moment, il m'aurait amené en Allemagne. Là j'avais peur aussi. Qu'est-ce qu'ils avaient comme intérêt les Allemands? Choper peut-être quelques réfractaires, d'autres ont réussi à passer dans le filet en se masquant, en se cachant d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui étaient, il me semble, couchus dans un matelas, un autre s'était habillé en femme, etc. En fait, il y avait tous les stratèges étaient possibles pour y passer. Cette évacuation coïncide avec le retour d'agents de la Gestapo et de gendarmes nazis. Les habitants doivent à nouveau se méfier de la délation, qui oriente les perquisitions et provoque des arrestations. Dans ce climat de tension, les tirs d'artillerie continuent de frapper des familles au hasard, et le nombre de civils, blessés ou tués, augmente. Et à un moment donné, il y avait une bombe qui était tombée pas loin d'une fenêtre de cave, bien que protégée, a quand même secoué tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la cave. Et puis mon père et puis le frère aîné, ils sont montés pour voir. L'air était pur, tout était calme, plus personne. Et puis, ma foi, le père se retrouvait
juste à la porte sortie avec un voisin. Et à ce moment-là, éclate une de ces bombes à 7 ou 8 mètres en retardement et qui a envoyé donc toute la décharge, toute la charge d'éclat vers cette porte d'entrée. Et là, le père était tué. J'étais juste un peu à 50 cm ou 1 mètre peut-être à côté. Effectivement, j'étais un peu protégé parce qu'il y avait un grand mur qui protégeait. Puis je n'ai eu aucun éclat, sauf que j'ai senti un choc. Je n'ai pas entendu d'explosion, mais j'ai senti un souffle, comme si un souffle qui vous fait éclater le corps et qui le resserre de nouveau très fort. Et puis quelques instants plus tard, je me suis rendu compte que le malheur était arrivé. Le voisin était là, souffrant, puis il avait une jambe coupée, et puis le père était donc massacré, voilà. Je ne peux pas dire autrement. Les jours passent dans un froid vigoureux, et les lignes de front n'évoluent pas. Les ressources s'amenuisent dans la ville défigurée. Le mode de vie des Bitchois, entassé dans les dernières caves épargnées, est en pleine récession. À l'est, Hitler bat en retraite et quitte Varsovie puis Budapest. Le siège paraît interminable, et la population est alors poussée dans ses derniers retranchements. Le désespoir va grandissant, et les Bitchois, fervents croyants, continuent de trouver refuge dans la religion. Les gens avaient une philosophie de vie qui était une philosophie d'acceptation de beaucoup de choses qu'on ne serait plus capable d'accepter aujourd'hui. On arrivait à accepter, évidemment dans une perspective qu'il fallait passer par là. On imagine un tout petit peu, ça pouvait faire un petit peu le petit purgatoire, pourquoi pas, ma foi. Et on acceptait donc à travers tout ça, enfin cette perspective, on acceptait cela. Enfin, accepter. Il n'y avait pas d'autre moyen. Alors que le printemps s'annonce, les Alliés se réunissent lors de la conférence de Yalta, visant à préparer la réorganisation d'un monde pacifié. À Bitch, le dégel permet aux avions de reprendre leur mission et annonce la reprise des offensives. Et alors c'est vers la fin février, quand le dégel a commencé, c'est là qu'il y a eu une grande activité aérienne, hein, qu'il y a eu des bombardements. Alors on dit, là, voilà, ça va reprendre. Hein. À partir du 13 mars, le commandement américain établit un plan de libération de la ville et du camp. Les positions sont renforcées et toute la zone environnant Bitch est rapidement reprise. Au soir du 15 mars, la ville est pratiquement encerclée et les derniers affrontements vont durer toute la nuit. On est monté avec papa et mon frère, toujours la curiosité, on est monté au grenier de cet immeuble, donc des douanes. Et comme il manquait aussi la plupart des tuiles, on pouvait voir à travers la Rosselle. On pouvait voir tout le plateau là-haut. Et là, on a vu qu'ils étaient en train de se battre dur. Mais là, ils tiraient pratiquement plus sur la ville. C'était là-haut que ça se passait, parce que là, c'était vraiment très rapproché. À 7 h du matin, le collège Saint-Augustin est libéré, puis la citadelle. Les réfugiés y sont peu nombreux, mais les souterrains de la poudrière sont encore occupés. Most of the men around me felt that once we had taken the citadel, we had done our job for France. This was the goal. This is what we have always told them, that this fort had never been taken before by any other army, and so we prepared for it. It was in the early morning when we came in. All the grounds around the citadel weren't free, because what happened was there was a lot of fighting in the outskirts of the citadel. The whole 1st Battalion was approaching the citadel. It's very dark in the citadel, and you couldn't keep touch with all the men that were there. We had about
15 or 16 men that came. Then I came up, and I got with Lieutenant Sherman on the top of the citadel. It was very on the decisive, you know, not really dangerous. We had more dangerous things than that, more opposition than that. But we expected more opposition here, so than what we found. What we found there was so dark inside, we didn't know whether the German was still there or what. So it was very fearing, but not dangerous, not dangerous. Les Allemands désertent la ville, et le 16 mars, très tôt dans la matinée, ont lieu les premières rencontres inopinées entre Bichwa et GIs. La barrière de la langue et le danger encore très réel entourent ces rencontres de certaines incompréhensions. C'était un choc sur le coup. J'avais devant moi un militaire, donc un petit et un grand. Et le grand, il me tend, moi je ne savais pas que c'était du chocolat et du chewing-gum, il me tend du chewing-gum, je n'ai pas osé, j'étais tellement foudroyée sur le coup, je n'osais même pas prendre. Alors il me... Et puis je me rappelle qu'il me disait à ce moment-là chocolat. Ah, je me dis chocolat. Alors là j'ai accepté. Et l'autre, au moment où j'ai accepté, l'autre avec sa mitraillette là, ou je sais pas ce qu'ils avaient là, il me retourne, il me dit go. Et puis hop. Alors moi je me retourne, il me poussait dans le dos là pour que j'avance. Et c'est comme ça que je suis descendue les escaliers pour descendre tout en bas. Et après, il y a toute une série de militaires qui a suivi. Au moment de la libération, donc, les troupes américaines sont rentrées en ville. Mon père était allé, a rejoint notre maison, a ouvert toutes les portes. Et quand ils sont arrivés là, il a dit, c'est ouvert, regardez, parce qu'ils cherchaient encore, ils cherchaient bien sûr des Allemands camouflés dans les maisons. Il dit, il n'y a personne, les portes sont ouvertes, hein, vous voyez, il n'y a personne. Et savez-vous ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris leur pistolet mitrailleur, ils ont littéralement saccagé, tiré à travers les portes, lancé les grenades à l'intérieur, saccagé totalement une maison qui avait la chance d'avoir échappé aux tirs de l'artillerie américaine. Hein. Plongés dans l'extrême nécessité, les civils n'ont pas alors tous en tête que les soldats doivent respecter des procédures et parfois faire preuve de rudesse dans leurs opérations. Well, we didn't do much in terms of politics. We obey orders and that was it. But we contact people and they expected us to behave in a certain manner, and we did. But we were concerned with the fighting, and sometimes the people were overwhelming happy, but we had to continue doing what we were ordered to do. So it may have looked sometimes rude to the people, but it wasn't that we wanted to be rude. We had goals to reach. When the fight was over in France, it was only beginning in Germany for us. So the goal now was, we put Frank behind us, but now we were told what to do in Germany, how to proceed with the German and how to, what they expected the Germans, how they expected to defend the Germany. Dans la matinée du 16 mars 1945, plus de 3500 personnes hébétées sortent des caves. Les Américains leur fournissent des vivres et des médicaments, et les boulangers de Sirstal, village déjà libéré, leur envoient une livraison importante de pain. Mais oui, alors c'était l'euphorie, mais déjà le soir.
Mais j'ai l'impression que je sens encore en moi ce que je ressentais le soir. Tout d'un coup, il y avait de nouveau une amertume, une tristesse qui entrait jusqu'au fond de moi. De rentrer, de voir ma mère pleurer, parce que nous, on était là, mais les garçons n'étaient pas là. Tous les jeunes étaient partis. Et de n'avoir plus rien autour de soi, je ne peux pas vous dire, hein, elle devait se dire, il faut que je recommence encore une fois. Les semaines et les mois qui suivent, consacrés à la reconstruction, sont effectivement baignés de joie et d'amertume. On relève à Bitche quelques règlements de compte spontanés avec des sympathisants nazis et quelques tonsures infligées à des femmes ayant eu des liaisons avec l'occupant. En avril 1945, le comité d'épuration locale et le comité de libération cantonale sont créés pour examiner certains actes de collaboration. Le docteur Génie, à qui l'on demande d'établir 2 listes de Bitchois, ceux qu'il faut décorer et ceux qu'il faut punir, rend finalement page blanche. Le 30 avril 1945, peu après la première jonction entre les Alliés et les Soviétiques, Hitler se suicide, et l'amiral Dönitz signe la capitulation allemande. Le monde pacifié s'organise et se redistribue avec la création de l'Organisation des Nations Unies en avril et la conférence de Potsdam en juillet. Aujourd'hui à Bitche, on se réjouit de l'amitié franco-allemande. Dans une région meurtrie par un siècle d'histoire sanglante, les mémoires, toutes en nuances, se réunissent autour d'une volonté tenace de paix et de compréhension. On sait ici à quel point le fanatisme et la guerre sont destructeurs, soufflant les maisons et les villes, mais aussi les familles et les individus. Loin d'être insensibilisés par leur expérience, les anciens ici insistent souvent spontanément sur les populations qui, aujourd'hui, subissent les conséquences d'hégémonies idéologiques, politiques ou économiques. Ils avouent leur émotion quand l'actualité vient coller à leurs souvenirs, dans lesquels ils ne trouvent finalement aucun héros, mais uniquement de la violence et des victimes.